Roi de 1643 à 1715, Louis XIV est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye et décède le 1er septembre 1715 à Versailles. Au cours d'un règne personnel de 54 ans, le rayonnement du roi Soleil a su apporter à la France un immense prestige au sein de l'Europe. Malgré les guerres et les crises financières, il s'est toujours efforcé de protéger et d'enrichir son royaume, tant sur les plans économiques et géographiques que culturels. Le roi Soleil, grand monarque absolu, laisse le souvenir d'une France rayonnante, comme en témoignage le splendide château de Versailles. Ses parents, Louis XIII et Anne d'Autriche, attendaient désespérément la naissance de leur premier enfant depuis plus de 20 ans. Mais seulement 5 ans plus tard, Louis XIII décède, laissant seul son fils et sa femme. Cette dernière obtient alors la régence du pays, aidée de Mazarin. Tandis que Louis XIV devient roi de France, l'éducation du roi est prise en charge par Mazarin, lequel influence considérablement le jeune enfant. Il lui trouve plusieurs grands précepteurs, mais Louis XIV n'est pas un élève très assidu et préfère les activités plus concrètes telles que la danse, l'art ou la stratégie militaire. D'un point de vue général, l'enfance du roi Soleil n'est pas très heureuse. Profondément marquée par les événements de la Fronde, à partir de 1648, le Parlement et la haute noblesse, puis le prince de Condé se révoltent contre le pouvoir, obligeant la famille royale à fuir sous les affronts de la violence. Anne d'Autriche regagne finalement la capitale en octobre 1652, puis rappelle Mazarin en 1653, mettant un terme aux insurrections. Témoin des événements, le jeune Louis XIV en est quelque peu traumatisé. C'est sans doute la raison pour laquelle il mènera plus tard un règne absolutiste, affaiblissant toujours le pouvoir de la noblesse. Le 7 juin 1654, il est sacré roi à Reims, mais préfère pour l'instant laisser les rênes du royaume entre les mains de Mazarin. Pendant ce temps, il parfait son initiation militaire auprès de Turenne. En 1659, la guerre franco-espagnole prend fin avec la signature du traité des Pyrénées. En respect de l'une des clauses de cet accord, Louis XIV épouse Marie-Thérèse d'Espagne en juin 1660. Mazarin meurt en 1661, laissant au roi le pouvoir. Ce dernier décide de régner seul, sans premier ministre. Cette décision d'un pouvoir absolu et centralisé ne l'empêche pas de s'appuyer sur des hommes de confiance, dont il sait s'entourer et qui sont principalement issus de la bourgeoisie. Plusieurs conseils, tels que celui des finances, à la tête duquel sera placé Colbert, guident le jugement du roi. Comme pour montrer sa détermination et inspirer le respect parmi ses hommes, Louis XIV fait arrêter et condamner le surintendant des finances, Fouquet. De même, le roi s'applique à organiser un réseau d'intendants afin d'être informé de tous les événements du royaume, tant économiques qu'humains. Les parlementaires perdent le pouvoir d'autrefois, désormais limité au simple enregistrement des édits. Poursuivant cette politique de centralisation, Louis XIV prive les États provinciaux de leur autorité ou va jusqu'à les supprimer. Le roi se lance dans de grandes réformes. Le code Louis, pouvant s'assimiler à un code civil, est promulgué en 1667. Le code forestier en 1669, le code criminel en 1670, l'ordonnance de commerce en 1673 et le code noir portant sur l'esclavage en 1685. Louis XIV attache une importance capitale à l'image du royaume. Ce n'est donc pas par hasard qu'il a choisi le soleil comme emblème. D'une prestance exceptionnelle, il veut que le pays rayonne à tous les niveaux, autant que lui-même. Depuis son enfance, il s'est toujours passionné pour l'art et la culture. Aidé de Colbert, il s'applique à valoriser ce domaine au sein du pays, en fondant tout d'abord l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1655, puis la Petite Académie qui deviendra l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie royale d'architecture, l'Observatoire et bien d'autres encore. Louis XIV se fait également le mécène de nombreux artistes, tels Lully, Racine ou Molière. Parallèlement, Louis XIV applique son désir de grandeur et de rayonnement culturel à l'architecture. C'est ainsi que naissent, entre autres, la colonnade du Louvre,
l'hôtel des Invalides et la future place Vendôme. C'est aussi dans cette optique qu'il fait agrandir le château de Versailles et lui donne une splendeur sans pareille. Il en fait le centre du royaume en y installant définitivement la cour en 1682. Louis XIV ne conçoit pas son règne sans conquête. Tout commence avec la modernisation de l'armée française, placée sous sa responsabilité de Letellier, puis de son fils Louvois. Cette totale réorganisation militaire accroît considérablement la force et l'enthousiasme de l'armée. Avec elle, le roi marche tout d'abord vers les Pays-Bas, déclenchant la guerre de dévolution. Grâce à cette première entreprise, il obtient l'île et une partie de la Flandre. Le conflit est suivi de la guerre de Hollande qui commence dès 1672 et se conclut en 1678 par la paix de Nimègue. Le roi obtient désormais la Franche-Comté, mais s'est trouvé un ennemi en la personne de Guillaume d'Orange. Louis XIV ne s'en tient pas là. La politique des réunions qu'il applique et par laquelle il annexe Strasbourg et le Luxembourg fait naître de nouvelles tensions internationales. De plus, lorsqu'il évoque l'édit de Nantes, il se met à dos l'Allemagne et les puissances protestantes. C'est dans ce contexte que débute la guerre de la Ligue des Augsbourg, 1688, qui ne s'achève qu'en 1697, avec la signature des traités de Ryswick. Malgré l'affaiblissement du royaume lié au coût des campagnes militaires, Louis XIV approuve le testament de Charles II et provoque la guerre de succession d'Espagne. Cette fois, le conflit qui prend fin avec le traité d'Utrecht en 1713 finit par vider les coffres du pays. Louis XIV a eu de nombreuses maîtresses, en plus de son épouse officielle, avec des liaisons durant plusieurs années. Juste avant son mariage avec l'infante d'Espagne, le jeune roi fait la connaissance d'une nièce du cardinal Mazarin, Marie Mancini, avec qui il va vivre une brève mais intense passion. Le couple est séparé par le cardinal lui-même qui orchestre le mariage du roi avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660. Le monarque délaisse rapidement cette épouse, petite, maladroite et peu encline au pouvoir, pour vivre ses passions amoureuses dans d'autres lits. À Versailles, il fait d'ailleurs aménager des escaliers secrets pour rejoindre plus facilement ses différentes maîtresses. Environ une quinzaine de maîtresses se sont ainsi succédées dans la couche royale. Parmi elles, certaines plus importantes, comme Louise de la Vallière par exemple, qui entretient une liaison avec le roi de 1661 à 1667. Lui succède Athénaïs de Montespan, la grande favorite, avec lequel le roi a une liaison passionnée de 1667 à 1681. Dans le même temps, à partir de 1669 et jusqu'en 1676, Louis XIV s'éprend d'Anne-Julie de Rohan-Cabot, princesse de Soubise, avec des rapports discontinus mais constamment renouvelés. En 1679, c'est au tour de Marie-Angélique de Fontanges, âgée de 17 ans, de tomber sous le charme du roi qui a 41 ans. Elle sera sa maîtresse jusqu'à ce qu'elle meure en 1681, à l'âge de 20 ans. Finalement, la dernière grande relation du roi est celle d'avec Madame de Maintenon, qui devient son épouse morganatique à la mort de la reine. Union célébrée pendant la nuit du 9 au 10 octobre 1683 en présence du père de la Chaise. Après plusieurs jours d'angoisse, Louis XIV s'éteint en 1715 à l'âge de 76 ans. Le monarque absolu comptabilise 72 ans de règne. Après une exposition de sa dépouille pendant 9 ans, celle-ci est transportée jusqu'à la basilique Saint-Denis. C'est finalement son arrière-petit-fils de 5 ans, le duc d'Anjou, qui accède au trône sous le nom de Louis XV et sous la régence du duc d'Orléans.